Bonjour à tous, c'est une réelle joie pour moi que de reprendre la caméra pour pouvoir tourner une toute nouvelle vidéo de peinture à l'huile et cette fois-ci mon choix s'est attardé sur la réalisation d'une peinture sous-marine. Alors pourquoi ce choix? On a tendance en général à peindre ou à dessiner les choses qui nous environnent, donc c'est-à-dire les choses que l'on voit directement, un beau paysage, un portrait, une nature morte, de la végétation, de la botanique, mais c'est vrai qu'il y a tout un monde qui nous est inaccessible en tant qu'être humain et surtout en tant que mammifère, donc nous ne pouvons pas respirer sous l'eau ou nous ne pouvons pas aller dans l'espace sans équipement d'ailleurs, c'est pas donné à tout le monde on va dire, et finalement eh bien, le fait d'avoir fait une petite visite à cet aquarium Nausicaa, Boulogne-sur-Mer, m'a permis de constater la beauté de ce monde sous-marin, ces couleurs chatoyantes, ces couleurs même vives plutôt que chatoyantes, un peu de rêve exotique. Et donc j'ai été intéressée, je me suis dit pourquoi pas essayer de représenter ce fameux banc de poissons que je vois et qui sont tellement hypnotisants, quelque chose que j'ai adoré bien entendu. Donc du coup j'ai relevé le challenge. Pour ce faire, j'ai décidé d'utiliser la méthode un peu plus directe, c'est-à-dire la peinture avec de la couleur déjà mélangée sur la palette, sans passer par l'étape un peu plus classique de la peinture indirecte, c'est-à-dire de réaliser une grisaille, une imprimatura, grisaille, couche après couche. Pour commencer, j'utilise un panneau entoilé de confection maison. Donc si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la confection de mes panneaux entoilés pour la peinture, je vous invite à aller regarder la vidéo qui est dédiée dans mon historique YouTube. J'utilise pour faire mon esquisse un pinceau poil synthétique, mais plutôt dur pour pouvoir me permettre de tracer des traits assez précis. Et j'utilise également de l'essence aspic comme médium pour débuter l'esquisse. C'est vraiment quelque chose qui est temporaire et qui n'est pas censé se voir par la suite. On va peindre par-dessus, donc on n'a pas besoin de l'imprimer avec un médium trop, on va dire, trop chargé dès le début. Et on veut respecter aussi, bien entendu, la règle du gras sur maigre. Donc j'utilise de l'essence aspic, une alternative qui est un peu plus saine que l'essence de térébenthine et l'essence de pétrole par exemple. J'utilise également de la terre de sienne brûlée qui va en fait avec mon fond tout simplement. J'ai commencé par la terre de sienne brûlée, donc je continue. Le but étant juste de dessiner, mais sans trop marquer non plus la toile, car c'est une étape de sous-couche qui n'est pas censée être visible par la suite. Donc la particularité aussi, c'est que je peins directement le motif, je dessine directement au pinceau. Donc c'est une étape qui peut faire peur à première vue, mais c'est quelque chose qui vous permet aussi plus de spontanéité, qui permet plus de fraîcheur aussi, d'éviter de rester dans ces contours justement de peinture un peu plus indirecte, un peu plus classique, où on va tracer des traits très précis et repeindre de façon très précise autour de ces traits-ci. Donc c'est un exercice qui est un peu plus exigeant, qui demande d'être un peu plus alerte effectivement, mais c'est quelque chose qui est vraiment très appréciable, très valorisant dans ses compétences en fait. Donc on est un peu plus sûr de son trait et du coup on va oser certaines choses qui nous effrayaient par le passé, et ça rentre aussi dans le cadre, on va dire, de l'amélioration de ses compétences artistiques. La plus grande difficulté pour moi dans cette esquisse, ça a été surtout la fameuse ligne d'horizon. Je ne sais pas si vous le savez, mais lorsque l'on dessine des paysages, en général, la première chose que l'on va dessiner, ça va être, on va tracer la ligne d'horizon. C'est celle qui va nous indiquer à partir de quel endroit on est censé aligner tous les points de fuite. Alors là je rentre un peu trop dans le détail je pense, mais pour pouvoir respecter une certaine perspective. Et là forcément quand vous peignez un motif sous-marin, la ligne d'horizon elle est invisible, elle est au-dessus de votre tête, vous ne la voyez pas, elle n'est pas perceptible. Donc le travail va être un peu plus ardu de ce fait-ci.
J'effectue ensuite une imprimatura, donc je matérialise les zones les plus sombres, je laisse clair les zones les plus claires. Je teinte un peu la toile pour pouvoir me guider par la suite pour la réalisation de la peinture. J'utilise ensuite une palette limitée qui est composée de plusieurs terres, de plusieurs couleurs terre, du blanc de titane, du jaune, du rouge, du cramoisi d'Alazarine, du bleu outremer, un ton bleu de cobalt pour pouvoir peindre plus facilement les teintes qui s'approchent de la couleur eau notamment, du turquoise clair et de l'émeraude. À l'époque où je réalise cette peinture, je ne suis pas forcément coutumière du fait de peindre directement avec de la couleur sur toile. En général, je préfère passer par la méthode indirecte, c'est-à-dire de réaliser une imprimatura, ensuite de rajouter une grisaille et puis de peindre la couleur petit à petit par-dessus en s'aidant de ce qu'il y a précédemment. Sauf que là, j'ai tenté une approche donc dite directe, c'est-à-dire que je vais peindre directement avec les couleurs mélangées dans le frais, le plus possible dans le frais. Donc ce qui va se passer, c'est que vu que pour moi c'est une sorte d'exercice quand même assez ardu, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger au préalable certaines teintes que je vais utiliser principalement dans mon tableau. Ces teintes-là ne seront pas les seules à être dans mon tableau, je vais bien sûr petit à petit adapter au fur et à mesure de la peinture, mais ça va être quelque chose qui va me permettre de pré-mâcher un peu le travail pour pouvoir non seulement dessiner, peindre, rajouter les contrastes en même temps, les valeurs, les températures, tout ça en même temps. Donc c'est quelque chose qui va légèrement pré-mâcher le travail pour me permettre un peu de repos de l'esprit. Après avoir réalisé tous mes mélanges, qui m'ont pris peut-être certainement bien 1 heure, je commence à peindre grâce à mes petites noisettes de couleur. Donc je fais presque de la peinture à numéro pour cette étape-ci, en essayant de respecter bien entendu les valeurs, les tonalités, les couleurs, etc. etc. Tout n'est pas forcément parfait dès les débuts, mais le but étant d'améliorer par la suite à force d'ajout de couches de peinture. Donc mon approche n'est pas, encore une fois, une peinture dite à la prima, c'est-à-dire une peinture dans le frais en une seule session. Mon but, c'est de profiter de chacune des sessions pour augmenter la précision de mes réalisations et, s'il le faut, laisser sécher la réalisation pour pouvoir reprendre le lendemain par de nouvelles couches et préciser les motifs. Donc je peins pour ce faire avec un médium à l'alkyd qui me permet de reprendre plus rapidement les peintures. Par ailleurs, je n'ai pas précisé, mais lorsque l'on pré-mélange ces peintures, le souci c'est que à bout d'un moment, les mélanges qui vont rester sur la palette risquent de sécher. Donc il y a quelques petites astuces d'artistes pour éviter le séchage trop rapide, la cicatrisation trop rapide des palettes de peinture. Soit on va pouvoir recouvrir avec un film plastique, soit certains vont immerger, certains vont rajouter quelques gouttes d'huile au-dessus du médium, des couches de peinture. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Le mieux étant quand même d'utiliser la peinture la plus fraîche possible pour pouvoir la peindre ensuite sur le panneau ou le tableau. Cette façon de peindre est plus directe, donc c'est quelque chose qui est un peu plus délicat à réaliser, plus difficile, qui demande un effort de concentration un peu plus important, car vous traitez tous les aspects en fait de la peinture en même temps. Donc le dessin, le contraste, la valeur, la couleur, la température de la couleur, la texture éventuellement, les détails, ainsi de suite, petit à petit qui vont venir. Donc il y a beaucoup plus d'éléments d'information à représenter en une seule touche de peinture qu'il n'y a pas forcément dans la peinture plus indirecte, où on va séparer toutes ces étapes-ci pour pouvoir simplifier le processus. Et pour un rendu d'ailleurs qui sera plus proche de la photo d'ailleurs et un peu moins vif si vous rajoutez l'étape
l'étape de la grisaille, pardon. Donc il va falloir ajouter beaucoup de couches de couleurs si vous souhaitez un résultat, un rendu un peu plus vif, tandis que la peinture directe, dite directe, la vivacité va être immédiate, mais il va falloir faire attention à ces fameux mélanges, cette fameuse confrontation des couleurs qui risque d'atténuer la vivacité par la complémentarité des couleurs, en quelque sorte, qui annule l'une et l'autre des couleurs. Il est venu le temps pour moi de réaliser quelques fondus. Alors les fondus, c'est une méthode de peinture, notamment très utilisée en peinture à l'huile, pour pouvoir essayer de faire coïncider certaines zones, éviter le côté un peu trop fermé des zones de couleur de peinture que l'on souhaite mariés en quelque sorte ensemble. Donc le fondu, c'est quelque chose qu'il faut utiliser, mais en général on a tendance à dire qu'il vaut mieux l'utiliser avec parcimonie, parce que si vous l'utilisez à l'excès, eh bien ça fait quelque chose, une toile qui perd un peu de son caractère, avec une absence de texture, une absence de mouvement, quelque chose d'un peu trop lisse et qui devient trop photographique, avec un risque également au niveau des fondus de mélange malencontreux dont j'ai parlé juste précédemment. Donc les fondus c'est super, par contre il faut vraiment faire attention. Donc c'est vraiment des étapes où on se concentre et on essaye de réfléchir chacun des coups de pinceau qui sont posés. Après cette première étape de peinture, je laisse poser le temps que ça sèche, que ça cicative. J'ai beaucoup travaillé dessus et comme je dis, l'intérêt n'est pas non plus de surcharger cette première étape au risque justement de faire des mélanges un peu malencontreux qui risqueraient de nuire au rendu final de la toile. Donc je laisse cicativer grâce à la magie des fameux médiums modernes. On peut avoir un séchage très rapide en 24 heures, 48 heures. Donc bien sûr, je fais toujours attention à ce que j'utilise, que ce soit le plus sain possible pour mes poumons. Et finalement, donc je reprends ma toile après cicativation sommaire en quelque sorte, que ce soit sec au toucher. Je la reprends pour quelques glacis supplémentaires. Donc j'utilise pour cela des pinceaux qui sont un peu plus soyeux, donc qui me permettent de rajouter soit des glacis transparents, semi-transparents, ou bien des fois des glacis opaques s'il y a des zones que je dois compléter. Donc il s'agit bien d'une étape de glacis, donc qui dit glacis dit que normalement on n'est pas censé recouvrir l'intégralité de ce que l'on a fait précédemment. Et c'est là l'erreur de certains peintres débutants qui vont en fait penser que plus on va rajouter de la croûte en quelque sorte et plus ça va être peint et plus ce sera joli, et non c'est l'inverse. Plus on en fait une croûte, on encroûte la toile, plus on va recouvrir le travail précédent, le long travail et délicat travail précédent, et plus le tableau va être une catastrophe, imprécis, ne va pas nous plaire, on va s'arrêter, on va être dégoûté, on va la jeter et on n'y reviendra plus du tout. Donc non, le but du glacis c'est vraiment de conserver toute la richesse du travail précédent, et c'est vraiment de rajouter à cette richesse-là des éléments qui vont permettre de préciser toujours plus le motif. Donc c'est un long travail effectivement de patience aussi, hein, puisque c'est ça la peinture, hein, c'est prendre le temps de faire les choses, tous les travaux on va dire un peu manuels, un peu qui touchent à l'art en quelque sorte, et même je dirais même l'artisan. Il doit prendre le temps de réaliser correctement ce qu'il souhaite, et que visuellement ce soit esthétique. Et bien en fait c'est un long travail de patience pour l'atteindre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire de façon bâclée. J'ai adoré réaliser ce tableau, surtout cet univers qui nous est totalement inconnu du monde sous-marin, dans la méthode directe qui du coup m'a demandé énormément de travail sur le moment. Et j'ai voulu revisiter un peu cette façon de peindre le monde sous-marin, en utilisant cette fois-ci la méthode un peu plus indirecte, c'est-à-dire un peu plus classique, par la peinture de méduse. Donc ça se prêtait bien à cette peinture-ci, étant donné que les méduses sont des organismes aquatiques qui sont totalement transparents, et je veux justement jouer de cette transparence pour pouvoir les réaliser. La méthode classique me permettra de travailler les glacis et de rajouter différentes tonalités de couleurs plus ou moins, on va dire, vives ou feutrées en fonction de l'endroit ou de la profondeur de la méduse en question.
Cette fois-ci, l'approche est totalement différente car je vais utiliser un panneau non entoilé, donc grande difficulté, hein. Panneau non entoilé, ça veut dire que les peintures vont glisser dessus. C'est un panneau qui a été enduit simplement de gesso, de plusieurs couches de gesso et poncé. Donc la toile en fait, c'est même pas une toile puisqu'il n'y a pas de toile dessus, mais en tout cas le panneau est totalement lisse, glisse et totalement blanc aussi. Donc voilà, donc toutes les difficultés, il va falloir partir de quelque chose qui est très clair et réaliser tous les dégradés de valeur, et notamment en sachant que c'est un monde sous-marin, donc c'est-à-dire qu'il va falloir que je peigne des profondeurs, donc que j'aille du très clair au très foncé. Donc utiliser quand même pas mal de peinture pour arriver à ces étapes-ci. Contrairement à la méthode directe où j'avais peint directement en peinture avec un pinceau et de la peinture, je vais faire cette fois-ci une esquisse au crayon de graphite sur mon panneau qui n'est pas entoilé justement, qui est enduit simplement de gesso pour pouvoir me permettre une plus longue couche de peinture par la suite en sachant que le revêtement est vraiment très lisse, les couleurs risquent de fuir si je rajoute trop de couches dès la première étape. Donc je dessine au graphite, puis ensuite je vais procéder à une étape que je qualifierais de peu utile, mais que j'ai tenté au cas où. C'était une sorte d'esquisse de contournement de mes réalisations au graphite. Donc finalement, comme vous allez le voir juste après, c'est que j'ai changé totalement de cap. Je me suis dit finalement, effectivement, pour pouvoir peindre la totalité de la surface toute blanche et pour pouvoir la transformer en quelque chose de très très sombre, mis à part les méduses, eh bien il valait quand même mieux que mon panneau soit un minimum teinté, au minimum à mi-teinte, pour m'éviter la grosse galère que de le faire ensuite avec les peintures. Donc je change de cap, je décide d'enduire l'intégralité de mon panneau par de la teinte terre d'ombre brûlée, si je ne me trompe pas, avec un peu de terre de sienne brûlée. Et finalement, donc, le dessin de contournement que j'ai réalisé au pinceau n'aura servi à rien puisque j'efface tout cela, mais c'est la grande particularité aussi de la peinture à l'huile, hein. Quand ça ne convient pas, on efface tout et on recommence. On va foncer un maximum les arrière-plans jusqu'à atteindre les teintes, enfin les valeurs souhaitées à certains endroits pour pouvoir par la suite notamment économiser sur les pigments qui sont censés coûter plus cher, c'est-à-dire tout ce qui est un peu plus coloré. Donc on commence avec des terres, on commence avec des grisailles éventuellement, des blancs, des noirs, des terres d'ombre brûlée, terre de sienne brûlée et autres, donc des pigments relativement de série 1 on va dire, donc un peu moins onéreux, qu'on utilise en masse hein, au tout début, donc on n'a pas trop de crainte à se faire pour son porte-monnaie. Et par la suite, une fois que tout sera mis en place, tout sera sec, on va pouvoir, si c'est bon, si ça nous convient, si le rendu des valeurs nous convient, eh bien continuer avec de la couleur cette fois-ci, donc des pigments de série un peu plus importante, c'est-à-dire des pigments censé être un peu plus onéreux. Donc plus on monte dans les séries, si vous regardez vos tubes de peinture, vous allez voir qu'il y a marqué des fois série 1, série 2, série 3, jusqu'à 5 ou 6. Et plus on monte dans les séries, plus ce sont des pigments qui vont être rares, donc des pigments qui vont être un peu plus chers. Après cette étape de sous-couche, cette fois-ci, eh bien, j'ai décidé de laisser poser ma toile, mon tableau, mon panneau entoilé, pour pouvoir rajouter un peu plus de détails par la suite, sans que les pigments ne se mélangent et préserver du coup la précision des traits posés précédemment. Donc avant de commencer, ma toile, je dis toile mais c'est un panneau entoilé bien entendu, c'est une façon de parler, aura séché, mais avant de l'utiliser, il va falloir que je dépoussière le panneau afin que la poussière ne rentre pas trop, ne soit pas trop mélangée à la peinture. Alors il y aura toujours un tout petit peu de poussière qui est résiduelle, ça c'est normal, notamment lorsqu'on va laisser sécher le tableau à l'air libre, dans l'air il y a forcément de la poussière, mais ça permet quand même de limiter l'effet, le phénomène.
Une fois fait, je continue à intensifier les valeurs, les clairs-obscurs, à avoir un maximum de nuances en fait que l'on peut voir sur l'échelle de valeurs. Le but étant de rendre les méduses très claires, très lumineuses et d'avoir les profondeurs de l'eau très sombres, mais en même temps avec des nuances, me permettre les nuances colorées par la suite par glacis. Une fois ces étapes faites, bien entendu, je laisse encore sécher et puis je vais pouvoir rajouter de nouvelles couches, cette fois-ci de couleurs avec une couleur plutôt transparente pour pouvoir rendre les méduses et l'eau un peu plus colorées que ce qu'ils paraissent précédemment avec juste une sous-couche. Réaliser ces deux tableaux en méthode directe et en méthode indirecte m'a permis de faire une sorte de réalisation et de comparaison surtout des deux méthodes et savoir l'utilité que je pouvais avoir de l'une ou de l'autre, ou bien les méthodes que je préférais certainement pour mes réalisations futures. Donc tout d'abord pour la méthode directe. La méthode directe, en fait, au niveau clair-obscur, il va être un peu plus compliqué à réaliser puisqu'on va utiliser directement des peintures. Donc il va falloir faire attention à tous les éléments de valeur, de couleur, de température, de contraste. Donc bien entendu, le contraste va être peut-être plus difficile à obtenir qu'en méthode indirecte. La méthode directe est légèrement moins économique du fait qu'on va utiliser des pigments colorés dès les débuts, contrairement à la méthode indirecte où on va privilégier des terres, des teintes blanches, noires, etc. Des teintes qui sont peu onéreuses sur le marché et puis finir avec les couleurs les plus onéreuses mais sur quelques glacis, donc nous permettent une économie de pigments dans l'utilisation de nos pigments. Par ailleurs, la méthode directe au niveau temps réalisation. Donc le temps de réalisation, il va être un peu plus rapide en fait que la méthode indirecte parce qu'on n'a pas cette demande de séchage, de cicativation entre les deux couches. Notre limite, ça va être le nombre de couches que l'on va pouvoir rajouter en une séance de peinture. Donc ça va dépendre juste de nos compétences propres à travailler dans le frais à la prima. Mais sinon, on a la possibilité de finir beaucoup plus rapidement une toile, même si on travaille dessus plusieurs heures d'affilée, mais en termes de temps, de séances de réalisation, elles seront un peu plus limitées, contrairement à les méthodes dites indirectes, où chacune des étapes va devoir cicativer avant de passer à l'étape suivante. Au niveau difficulté, la méthode directe va être un peu plus difficile à maîtriser, donc il va y avoir un travail, il va falloir avoir des bases solides en termes de dessin, en termes de couleurs, il va falloir travailler au préalable ces éléments-là à part avant de commencer cette méthode-ci, si on veut éviter la difficulté et la frustration des débuts, si on veut plus de fluidité dans l'apprentissage. Contrairement à la méthode indirecte, cette fois-ci, la méthode indirecte qui est un peu plus académique, qui permet de décortiquer chacun des éléments, chacune des étapes en fait de peinture, et par ce fait, vu qu'on décortique et on multiplie les étapes, cela permet d'améliorer la facilité de la mise en peinture d'une toile. Donc on va d'abord faire le dessin, puis ensuite après les dessins on va rajouter une petite imprimatura. Après l'imprimatura on va renforcer les clairs-obscurs, on va rajouter éventuellement une étape de grisaille. Tant que la grisaille n'est pas finie on continue, mais en fait la grisaille c'est juste des valeurs, une échelle de valeurs grisonnantes, un peu comme si on allait dessiner avec du graphite ou avec peut-être avec du fusain. Donc on n'a pas encore l'aspect couleur qui va se rajouter et qui va rapporter de la difficulté. Une fois que toutes ces étapes auront été pré-mâchées, à ce moment-là, on va commencer à apporter quelques petites couleurs et encore juste en glacis, sans avoir à réellement redessiner par-dessus. Donc pour cela, c'est vrai que pour quelqu'un qui va commencer, la méthode indirecte est peut-être un peu plus abordable que la méthode directe. Si l'on veut procéder à la méthode directe, le mieux c'est vraiment de s'entraîner au préalable au dessin à part, de s'entraîner au préalable au mélange de couleurs à part et à la peinture de certaines petites compositions à part également, pour pouvoir un jour mélanger le tout et augmenter cette difficulté de la pratique artistique.
Pour moi, la méthode directe permet un peu plus de vivacité de couleur que la méthode indirecte qui, bien entendu, demande l'utilisation en général de pigments qui sont un peu plus neutres, tels que pour la grisaille, on va utiliser des blancs, des nuances de blanc, de noir ou des nuances de blanc et de terre, mais quoi qu'il en soit, la vivacité va être un peu plus atténuée de ce fait-ci. Il va falloir ajouter pas mal de glacis pour atteindre un certain rendu un peu plus vif, mais la méthode indirecte peut être aussi une bonne chose dans certaines réalisations en fonction de notre projet. Si le but c'est d'avoir une ambiance qui va être un peu plus, on va dire, alors que dire, une ambiance un peu plus dramatique par exemple, peut-être que la méthode indirecte va être un peu plus recommandée parce que justement il y aura ces nuances de gris en fond de toile, en sous-couche, sur laquelle on rajoutera quelques petites couleurs là où c'est nécessaire. Après, donc j'ai tendance à privilégier maintenant la méthode justement directe par rapport à cette vivacité qu'on peut rajouter, mais elle peut être traître aussi, hein. Elle peut être traître dans le sens où plus vous en rajoutez et plus vous risquez aussi d'avoir cet aspect un peu de non-maîtrise de la couleur, un peu fourre-tout, un peu trop clown, si vous voyez ce que je veux dire, un peu trop peinturluré, sans réelle réflexion de couleur en fait, sans réelle étude de couleur. Concernant le dessin, donc la méthode directe va être alors si maîtrisé, le dessin peut être également précis. Après, le dessin va être apporté grâce à la couleur, à la touche de peinture, mais va rester quand même plutôt spontané et un rendu assez peint, assez artistique, presque pas pointilliste, mais avec des petites touches de couleur qu'on aime bien. Lorsqu'on va se rapprocher du tableau, on va voir en fait l'illusion d'optique qui se fait du précis jusqu'au peu précis, à tous ces petits confettis de couleurs quand on s'approche du tableau. Et finalement, quand vous regardez la méthode indirecte, vous allez avoir énormément de précision dans le dessin, et c'est le but de cette méthode un peu plus académique. Après, le rendu va être différent, un peu plus photographique. Donc moi je sais que la méthode indirecte, c'est peut-être l'une des méthodes que je privilégierais, notamment pour peindre des portraits. Donc par rapport à la texture, on peut représenter une sorte de texture très lisse de la peau, du corps humain, rajouter la température de couleur là où elle doit être, par exemple sur les joues, sur certaines zones, et préserver les températures un peu plus froides sur d'autres zones. Donc ça permet d'être un peu plus précis quand même, il faut le dire, donc un rendu qui s'approche plus du côté un peu photographique, mais on peut faire aussi la peinture indirecte sans trop aller dans ces excès d'hyper réalisme, comme on dit, le côté en fait un peu trompe-l'œil, que j'apprécie pas forcément, parce que c'est pour moi, si on veut une photo, autant la réaliser avec un appareil photo, tout simplement. Mais ça permet aussi de relever un peu le challenge, hein. Je suis un peu aussi tombée dans ce genre de challenge en quelque sorte, où on souhaite tester ses compétences de dessin et de couleur en fait, de colorisation de la peau humaine. C'est vraiment un gros challenge ça. On dit que lorsque vous savez peindre et dessiner le corps humain et le visage humain, c'est que vous êtes un artiste accompli. Donc voilà. En conclusion, finalement, d'avoir réalisé ces deux petites toiles m'a permis d'apprendre sur moi-même, m'a permis de savoir ce qui me plaisait le plus, et forcément mon choix se tourne plus vers la méthode directe qu'indirecte maintenant. Ça me permet d'accéder à plus de vivacité de couleur, à plus de spontanéité dans la peinture, plus de texture, le côté peint de la peinture est un peu moins photographique, un peu plus aussi de fraîcheur. Et donc je n'exclus pas totalement non plus la méthode indirecte, je peux l'apporter à certaines étapes de mes tableaux, on va dire direct, avec de la couleur. C'est quelque chose qui m'aura appris énormément pour pouvoir m'améliorer, et qui pourra être utilisé éventuellement en fonction du projet que j'aurai ou pas, à savoir par la suite dans le futur.
Cette petite vidéo était une introduction aux techniques de peinture. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous retrouve sur mon Patreon. Et puis je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.